نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Le CICR espère reprendre ce dimanche l'évacuation des civils à Alep-Est. Ils sont encore des milliers à attendre un départ dans le froid et la faim. Au Liban, la formation du gouvernement s'installe dans la durée. Le patriarche Raï met en cause la responsabilité des partis politiques, ignorant la conjoncture socio-économique délicate du pays. Et pour la troisième fois, le Grand Palais des Glaces fait son comeback à Paris. La très fameuse patinoire géante ouvre ses portes pour les débutants ou les pros de la glisse jusqu'au 2 janvier. Je vous le disais en titre, le Comité international de la Croix-Rouge espère reprendre ce dimanche l'évacuation de civils et de blessés à Alep-Est. Ils sont encore des milliers à attendre un départ dans le froid et la faim. Le CICR appelle à un accord sur de solides garanties de sécurité pour les évacuer. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce dimanche sur un projet de résolution présenté par la France qui prévoit le déploiement d'observateurs sur place. Quel est le sort de ces réfugiés? Les habitants d'Alep qui ont été évacués des quartiers rebelles s'installent à présent dans des camps pour déplacer dans la province d'Idleb, encore sous contrôle des rebelles. Les explications de Ludovic de Foucault. Au nord de la province d'Idleb, le dernier bastion de la rébellion syrienne, un camp accueille les familles qui ont pu évacuer Alep. Des hommes, des femmes, des enfants, dont certains retrouvent le sourire après des années de siège. Je vivais comme si j'étais piégée. Tous les jours, il y avait des bombardements, des destructions. Tous les jours, la guerre. Le camp abrite une centaine de familles, 550 personnes en tout. Certaines, malades, ont dû être conduites dans des hôpitaux, les autres sont soignées sur place. Nous recevons de nombreux cas, des personnes par exemple qui ont été blessées à l'intérieur d'Alep. Nous les traitons ici, nous recevons aussi des cas de personnes qui ont mal au ventre parce qu'elles ont attrapé froid en chemin ou à Alep. Il y a aussi des blessés de guerre et puis nous avons des cas de grippe ou de diabète, nous les traitons tous ici. La plupart des familles ont quitté Alep dans l'urgence. Nous manquons de plusieurs choses. Il fait très froid ici. Donc nous avons besoin de couvertures et de vêtements chauds. Car la plupart des familles sont venues sans rien, sans vêtements. Nous avons donc désespérément besoin de vêtements chauds. Nous avons aussi besoin de matériel de toilette. 8500 personnes ont pu quitter Alep vendredi. Des milliers d'autres attendent toujours de le faire dans des conditions humanitaires qui se dégradent de jour en jour. Et à présent, retour sur les précédents accords pour l'évacuation de civils et de rebelles avec Serine Bey. Ces habitants viennent d'arriver à Damas. Nous sommes le 29 décembre 2015 et ils sont plusieurs centaines à avoir pu quitter les villages de Foua et Kefraya après un accord entre le pouvoir syrien et les rebelles. C'est une grande joie pour nous, quelque chose que nous n'aurions jamais pu espérer. J'espère juste que les autres membres de ma famille, toujours là-bas, s'en sortiront aussi. Nous serions vraiment heureux. Foua et Kefraya, deux villages à majorité chiite situés dans la province d'Idleb. L'Iran exigeait l'évacuation des blessés dans ces localités en contrepartie de celle des habitants d'Alep-Est. Il y a un an, les rebelles avaient autorisé les habitants de ces villages à se rendre à Damas, en échange d'une concession de la part des forces loyalistes. Ces dernières devaient permettre elles aussi l'évacuation de centaines d'habitants de la ville de Zabadani, située tout près de la frontière libanaise et contrôlée par les insurgés. Ces habitants ont ainsi pu passer la frontière et se réfugier au Liban. À une dizaine de kilomètres de Damas, Daraya. Après un siège de 4 ans imposé par le gouvernement, les derniers opposants au régime quittent la ville en août dernier en vertu d'un accord conclu avec le pouvoir syrien. L'armée reprend le contrôle de Daraya et autorise l'évacuation de plus de 300 habitants en septembre. Seule grande ville à avoir été évacuée, Homs. C'est de là qu'était partie l'insurrection contre le régime en 2011. Asphyxiés par un long siège et de violents bombardements, les rebelles ont accepté de se retirer de la ville en mai 2014. En septembre dernier, près de 120 combattants rebelles ont pu être évacués avec leurs familles.
et emmenés dans le nord de la province de Homs. Dans le reste de l'actualité, au Yémen, le groupe État islamique revendique un nouvel attentat perpétré ce dimanche matin à Aden. C'est le 3e dans cette ville en 4 mois. Un kamikaze s'est mêlé à un groupe de soldats venus percevoir leur salaire avant d'actionner sa ceinture d'explosifs, faisant au moins 49 morts et une 50aine de blessés. L'attaque a été perpétrée dans une zone ouverte et non sécurisée. J'aurais souhaité que les partis politiques et les groupes parlementaires fassent preuve de responsabilité sur le dossier de la formation du gouvernement. Ce sont les mots de Pshara Rahi, le patriarche maronite, lors de la messe qu'il présidait ce matin à Abkerki. Dans son homélie, le prélat a estimé que les responsables politiques du pays ne prenaient pas en compte la conjoncture socio-économique délicate du Liban. Le Premier ministre désigné, Saad Hariri, n'a toujours pas réussi à former son gouvernement depuis qu'il a entrepris ses concertations le 4 novembre dernier. La taille du cabinet ainsi que la répartition des portefeuilles divisent toujours les forces politiques. À présent, la crise politique prend de l'ampleur en Pologne. Plusieurs milliers d'opposants au gouvernement conservateur se sont à nouveau mobilisés pour dénoncer la politique du parti Droit et Justice, hostile à la liberté de la presse. Axel Simon nous en dit plus. Par milliers, ils ont répondu à l'appel à poursuivre les manifestations. Dans la nuit de samedi à dimanche, les dirigeants de l'opposition, soutenus par des milliers de manifestants, avaient promis de maintenir leur mouvement. Quelques heures avant, la première ministre est intervenue à la télévision, qualifiant de scandaleuses les initiatives de l'opposition. Le mouvement entamé par l'opposition pour provoquer des sentiments politiques extrémistes n'a strictement rien à voir avec la situation actuelle de notre pays. Il trouve sa cause dans l'impuissance et la frustration de ceux qui ont perdu le pouvoir et qui ne savent pas comment rallier à eux les Polonais. L'affrontement politique a débuté vendredi lorsque l'opposition a dénoncé les réformes des médias envisagées par le parti au pouvoir qui visent à limiter l'accès de la presse au Parlement. Bloquant son accès, les députés ont déplacé le vote du budget 2017 en dehors de l'hémicycle, empêchant les journalistes d'y assister. Un processus jugé irrégulier et inconstitutionnel par l'opposition. Ses principaux dirigeants, comme les manifestants, se disent déterminés à faire entendre leur voix. Quand j'ai regardé notre première ministre, elle m'a donné l'impression de lire un prompteur, que ce n'était pas elle qui avait écrit le texte. Nous avons des questions à lui poser. Pourquoi détruisez-vous la démocratie? Pourquoi avez-vous peur des citoyens qui vous regardent? Nous tous ici, nous voulons être entendus et que notre opinion soit prise en compte. Et ça, ce n'est pas la volonté de notre première ministre. Une vingtaine de membres de l'opposition se sont relayés pour siéger toute la nuit dans la salle plénière du Parlement avec l'intention de rester sur place dans les jours à venir. Depuis vendredi et durant 6 jours, Pékin doit appliquer une série de mesures drastiques pour éviter que la vague de brouillard toxique qui s'est abattue sur la grande mégalopole chinoise ne dure trop longtemps. La circulation alternée a été mise en place, certaines écoles sont fermées et depuis hier, les usines sont à l'arrêt. Ethan Hadji. Sous l'épais brouillard toxique, les gratte-ciels sont à peine visibles dans la capitale chinoise. Sur les grandes artères, le trafic reste ininterrompu. Au 3e jour de l'alerte rouge, les Pékinois ressentent de plus en plus les effets du pic de pollution. Je suis livreur, je passe ma journée sur la route, alors je suis encore plus exposé à la pollution. Quand je conduis, c'est à peine si je peux voir devant moi. Hier, j'ai eu le malheur de sortir sans mettre de masque. J'ai été prise à la gorge et j'avais du mal à respirer. Je pense que c'est très dangereux pour nous. Nous devons protéger l'environnement. Et pour cela, les autorités ont décrété dès jeudi l'alerte rouge pollution, un système d'urgence qui n'a été mis en place qu'une seule fois l'année dernière à la même période. L'alerte rouge s'accompagne de mesures provisoires comme la circulation alternée ou encore l'arrêt temporaire des chantiers. Plus délicat pour l'économie chinoise, le gouvernement a aussi exigé de 1200 usines situées près de Pékin qu'elles réduisent ou arrêtent totalement leur production. Ces pics de pollution sont notamment causés par la combustion du charbon utilisé pour l'électricité et le chauffage pendant l'hiver. Pour éviter que les 22 millions de Pékinois ne s'exposent trop aux nuages toxiques, les autorités leur recommandent de rester chez eux. Les établissements scolaires ont la possibilité de fermer leurs portes en attendant que l'air soit moins nocif.
Vous allez le voir, les images ont fait plusieurs fois le tour du monde alors qu'une femme descend les escaliers du métro de Berlin. Un homme la pousse, elle chute lourdement. Le petit groupe s'en va comme si de rien n'était. La vidéo avait été rendue publique par la police allemande afin d'aider à retrouver le coupable, ce qui semble être fait. Les autorités allemandes ont affirmé avoir arrêté un suspect de 27 ans alors qu'il allait prendre un bus à la gare routière de Berlin. Selon les médias locaux, il serait d'origine bulgare. Quant à la victime, âgée de 26 ans, elle s'en sort avec un bras cassé. Paris reste la première destination touristique au monde. Le nombre de touristes ne cesse d'augmenter, surtout pendant les fêtes. Pour leur venir en aide, des gilets violets sont déployés sur les sites incontournables de la capitale. Il s'agit pour la plupart d'étudiants. Si vous voulez prendre le funiculaire, c'est gratuit aujourd'hui. Vous prenez le funiculaire, vous descendez ici et vous continuez juste tout droit. Quelques renseignements indispensables pour une bonne visite. Depuis hier, des étudiants en tourisme ou en langue sont répartis sur les sites les plus visités d'Île-de-France et abordent les touristes. Quand ils nous voient en violet, ils se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous vendre quelque chose ?» Voilà, ils se disent ça au début, mais après, quand on va les voir, je pense que ça se passe mieux. La région est de plus en plus délaissée par les touristes. En 2016, l'Île-de-France en a accueilli 1,3 million de moins que l'année précédente, avec un manque à gagner de 1,5 milliard d'euros de recettes. Alors pour le Conseil régional, soigner les visiteurs devient indispensable, dans l'espoir qu'ils diffusent ensuite largement leur satisfaction et qu'elle fasse effet boule de neige. Vous avez vu, on a tous nos téléphones, nos smartphones, on dit super, on tweet, on Facebook, on fait tout ce qu'on veut, mais on donne l'information. Et quand on est bien accueilli, c'est ça qui fait que les autres qui on va avoir, quand on dit j'étais super bien à Montmartre, eh bien si 10 personnes l'entendent, ils viendront à Montmartre. Pour l'instant, mission réussie, les touristes semblent apprécier ce nouveau dispositif. Je leur ai demandé où était le funiculaire et elles m'ont bien renseigné. Nous, en l'occurrence, on est de Paris, mais bon, c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir être aidé, conseillé pour aller visiter un endroit qu'on ne connaît pas. Les 200 gilets violets renseigneront les visiteurs des plus beaux sites franciliens jusqu'au 31 décembre et de nouveau à partir du printemps prochain. Hergé au Grand Palais, Oscar Wilde au Petit Palais, de Colorline au Quai Branly, René Marguerite au Centre Pompidou. Que faut-il voir à Paris pendant les vacances de fin d'année? Réponse avec Florence Gaillard. En haut de ces escaliers, rencontre avec Hergé. Le Grand Palais consacre jusqu'au 15 janvier une exposition au père de Tintin, avec des souvenirs, des photos, des esquisses, pour comprendre qui se cache derrière la bande dessinée mythique. Hergé était très exigeant parce qu'il voulait un travail assez parfait. Donc, mais c'était un homme avec beaucoup d'humour aussi, donc il savait faire avaler la pilule. Au musée du Quai Branly, la bannière étoilée saigne. La guerre de sécession a aboli l'esclavage, mais pas la ségrégation raciale. The Color Line est cette ligne de démarcation qui va profondément diviser la société américaine et donner lieu à des épisodes d'une extrême violence. Le lynchage, c'est la grande affaire politique entre la fin du 19e siècle et puis les années 60. Plus de 5000 Afro-Américains sont tués dans des circonstances atroces, un peu partout aux États-Unis, surtout dans le Sud. Au vu et au su de tout le monde, les lynchages pouvaient être annoncés la veille dans la presse. Au Centre Pompidou, plus que quelques jours pour retrouver un habitué des musées, René Magritte. Sans tableau du peintre surréaliste qui détourne les objets du quotidien pour poser au public des questions existentielles ou philosophiques. Et si René Magritte vous laisse perplexe, reste à la Fondation Louis Vuitton la collection Tchoukine. Au début du XXe siècle, ce Russe, réfugié en France, achète les toiles des plus grands. Monet, Manet, Picasso, Matisse et Gauguin. Résultat, 130 chefs-d'œuvre réunis dans quelques salles. Les icônes de l'art moderne.
Pour la troisième fois, le Grand Palais des Glaces fait son comeback à Paris. La très fameuse patinoire géante ouvre ses portes pour les débutants ou les pros de la glisse jusqu'au 2 janvier. Il s'agit de la plus grande patinoire indoor éphémère au monde. Vous aurez donc la possibilité de glisser sur pas moins de 2700 mètres carrés. La patinoire a prévu des nocturnes jusqu'à 2 h du matin. L'événement attend plus de 250 000 visiteurs. L'inspiration, c'est de faire, vous voyez ces voûtes magnifiques du Grand Palais en fer, en acier, et on s'est inspiré vous savez, des gravures qu'on voit du début du siècle, où on voit des gens qui patinent sous les ponts de Moscou, de la Neva ou des ponts de Paris. Vous savez, c'est des gravures. Bon. Et on s'est dit ici, ce serait magnifique l'hiver, comme animation, de faire une patinoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout donné le côté sport d'hiver à Paris ou quoi que ce soit. Vous voyez, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de bois, c'est que du fer et de la glace. C'est vraiment la Neva l'hiver tel qu'on peut l'imaginer. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit comme ça, je ne connais pas, mais j'imagine. Je trouve ça très sympa, c'est la première fois que je viens là et ça faisait longtemps que je n'avais pas patiné, donc c'est la reprise. Un peu compliqué dès le début, mais bon. Et je suis parti à New York il n'y a pas longtemps, il y avait une patinoire à l'extérieur, mais c'était pas aussi cool que ça, là, avec la musique disco, la boule à facettes, puis ça fait une lumière incroyable dans le Grand Palais, c'est génial quoi, parce qu'on reste dans les années 70, 80. Et c'est sur ces images que l'on se quitte, le rappel des titres. Le CICR espère reprendre ce dimanche l'évacuation des civils à Alep-Est. Ils sont encore des milliers à attendre un départ dans le froid et la faim. Au Liban, la formation du gouvernement s'installe dans la durée. Le patriarche Raï met en cause la responsabilité des partis politiques ignorant la conjoncture socio-économique délicate du pays. Et pour la troisième fois, le Grand Palais des Glaces fait son comeback à Paris. La très fameuse patinoire géante ouvre ses portes pour les débutants ou les pros de la glisse jusqu'au 2 janvier. Et à une semaine de Noël, permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes à toutes et à tous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et à très bientôt. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي